On a une question en ligne. Oui. Monsieur Ndiki depuis Ziguinchor qui demande est-ce qu'on peut avoir un salaire de gérant dans une SUAL en étant le propriétaire? Très bonne question. Oui. Fiscalement, oui. Alors, la législation a évolué. Avant, on disait que seul le gérant minoritaire pouvait avoir le statut de salarié. Donc, les gens, pour contourner ce système, puisque le statut de salarié sur le plan fiscal était beaucoup plus favorable, parce qu'il y a des abattements, le salarié payait moins d'impôts que le commerçant, par exemple. À l'époque, le gérant majoritaire était considéré comme un entrepreneur individuel. Donc, les rémunérations qu'il percevait, il payait un impôt spécifique qui était plus lourd que le salarié. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils créaient une société et ils avaient des hommes de paille. Okay? Ça peut être quelqu'un de la famille. Je suis certes majoritaire, mais je lui cède la majorité, je reste minoritaire pour pouvoir bénéficier du statut de salarié. Donc, quand le législateur a compris tous ces jeux-là, en tout cas le législateur fiscal, il a simplifié. Il a dit maintenant, quand vous êtes gérant, que vous soyez majoritaire ou minoritaire, toute rémunération que vous percevez sera traitée comme une rémunération d'un salarié. Donc, on ne fait plus de distinction entre le majoritaire et le minoritaire. Ça, c'est sur le plan fiscal. Après, il y a l'aspect social, puisque l'aspect social, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, notamment la couverture de la retraite, la sécurité sociale, etc., etc. Or, dans notre système, la protection sociale s'adresse plus aux salariés qu'aux non-salariés. Bon, là, après, il faut voir la législation de chaque institution sociale. L'IPRES va vous dire, par exemple, du moment qu'il y a une séparation des deux entités juridiques, le gérant, c'est une personne physique qui travaille pour le compte d'une personne morale. Donc, moi, je peux concevoir qu'il ait un statut de salarié, qu'il est majoritaire ou pas, il doit cotiser à l'IPRES et peut prétendre à des indemnités de retraite. La Caisse de sécurité sociale, dans ces textes, dit le gérant majoritaire ne peut pas adhérer à la Caisse de sécurité sociale et donc ne peut pas bénéficier que ce soit des prestations ou accidents de travail. Donc, il faut faire la part des choses. Ici, dans le droit des affaires, on définit simplement les règles liées au fonctionnement de l'entreprise. Après, il y a d'autres obligations qui entrent en jeu, qui sont régies par d'autres réglementations, notamment la réglementation fiscale qui va avoir son point de vue, la réglementation sociale également qui va avoir son point de vue. Donc, le gérant majoritaire peut avoir le statut social de salarié pour l'IPRES, par exemple, pas pour la Caisse de sécurité sociale. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il peut être salarié, même majoritaire, puisque, encore une fois, il y a une séparation nette des deux personnalités juridiques. C'est une personne physique qui gère pour le compte d'une personne morale. Okay? Bon, certains ont tendance à confondre, dire que non. Pourquoi ils le disent? Bon, ça, on le verra demain quand on va attaquer le module consacré au droit du travail qui définit le salarié comme quelqu'un qui contracte avec une personne distincte. Okay? Donc, il fournit une prestation, en contrepartie, il a une rémunération et il y a un lien de subordination entre les deux. Okay? Donc, ce qui exclut l'entrepreneur individuel. Il est seul, il ne peut pas avoir le lien de subordination. C'est tellement compliqué que j'ai même du mal souvent à l'expliquer. Il ne peut pas être son propre, à la fois employeur et employé. Parce qu'il ne peut pas avoir de lien de subordination du fait qu'il n'y a pas deux personnes distinctes. Dans le cas d'une société, il y a bien juridiquement deux personnes distinctes. Il y a la personne morale, il y a le gérant, même s'il est l'associé unique. Mais il faut séparer l'associé unique personne physique et la société personne morale. Donc pour moi, ici, il y a deux personnes distinctes qui contractent. Okay? Le salarié, l'associé unique, fournit une prestation. En contrepartie, la société lui fournit une rémunération. Et donc, il peut bien être salarié dans cette société-là. Maintenant, à l'inspection du travail, vous avez différents types d'interprétations possibles. Certains inspecteurs, vous déposez des contrats, vont vous les viser, d'autres vont refuser. Mais on le verra demain en détail. Donc, c'est une question plutôt qui s'adresse au module de demain. J'ai anticipé un peu, mais on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah.
Mais c'est important de le comprendre ici. Parce que si on ne comprend pas la notion de personne juridique, on aura du mal après à interpréter. Puisque les autres droits empruntent quelque part au droit des affaires. Okay? Quand le droit du travail dit deux personnes distinctes, donc il renvoie à la notion de personnalité juridique. La personne physique et la personne morale. Okay? Oui. Monsieur, je voudrais juste savoir par rapport aux honoraires des commissaires aux comptes. Des commissaires aux comptes, oui. Comment sont-ils rémunérés? C'est-à-dire, si c'est au propriétaire de voir par rapport à ses moyens, pour quand même lui dire, moi, je te donne juste 150 000 ou 300 000. D'accord, là aussi, il y a un ordre, on l'a dit. Hein? Donc, le rôle de l'ordre, c'est de réglementer aussi, okay? De normer les relations entre ses membres et les tiers, entre eux d'abord et entre ses membres et les tiers. Donc, il y a un barème qui est fixé par l'ordre qui dit, voilà le prix d'un expert comptable à l'heure. Okay? Donc, si je me trompe, le barème actuel, il est de 80 000 francs l'heure. Okay? Alors, ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, on sait tous que nous, Sénégalais, on a une certaine particularité. On peut faire du wakhalé, comme on dit. Bon, après, il ne faut pas exagérer aussi. Puisque c'est normé, bon, l'ordre aussi peut surveiller cela, quoi. Okay? Mais c'est rare dans les PME notamment qu'on applique le tarif là. On peut l'appliquer à la Banque centrale, par exemple, ou à la Sonatel. Ils ont de l'argent. Si on doit auditer la Sonatel, c'est normal qu'on facture à l'heure. Okay? Donc c'est beaucoup plus facile de leur opposer le barème officiel de l'ordre. Mais une PME, fut-elle société anonyme qui fait 30 millions de chiffre d'affaires, vous lui demandez 80 000 francs par l'heure, c'est un peu lourd quand même. Bon, là, il y a des indulgences ou des aménagements qui font que souvent, ils n'appliquent pas ce tarif-là. Ils peuvent vous appliquer un tarif forfaitaire qui leur convient et vous convient également. Donc, à ce niveau-là, il y a une certaine flexibilité, quoi. Notamment pour les PME, liées à l'environnement dans lequel nous baignons, quoi. Mais sinon, il y a un barème officiel qui fixe les honoraires des experts comptables et commissaires aux comptes. On avance? Oui. On va y venir tout à l'heure. Pour les SA, c'est obligatoire. Pour les SARL, on verra. Alors, quelles sont les obligations qui pèsent sur la SARL? Elle a l'obligation de tenir une assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de clôture de l'exercice, devant approuver le rapport de gestion, les états financiers de synthèse. Voilà. Et pour ça, les associés sont convoqués au moins 15 jours avant la date de tenue de l'assemblée générale, notamment par des moyens modernes de transmission, lettres au porteur recommandées, courrier électronique, etc. Donc, je vais vous schématiser un peu le processus. Donc, quand vous créez votre entreprise et que vous démarrez l'exercice, donc les activités vont se mener dans un chronogramme défini. Okay? Ici, vous avez le mois de janvier et là, vous avez le mois de décembre. Okay? Donc, c'est ça qu'on appelle, cette période-là, comment on l'appelle? L'exercice comptable, okay, ou l'exercice social, qui se confond avec l'année civile. Hein? Donc, avant, on avait la possibilité de commencer en juillet, d'arrêter ses comptes en juin, ainsi de suite. Mais là, avec l'OHADA, on n'a plus cette possibilité-là. Cette période-là, elle est fixée par l'OHADA. Donc, l'exercice comptable se confond avec l'année civile. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, vous achetez, vous vendez, etc., etc. Donc, votre activité. Arrivé au 31 décembre, on vous demande de clôturer les comptes. Donc, 31 décembre, c'est la clôture. Voilà. Donc, toutes les charges et tous les produits doivent être enregistrés
au courant de l'exercice comptable. Si vous réalisez un produit ou une charge au-delà de janvier, vous ne pouvez plus la porter sur l'exercice comptable précédent. Pourquoi? Quel est le principe qui vous l'interdit en comptabilité? Vous ne pouvez plus vous soustraire puisque vous avez fait la comptabilité. C'est le principe de séparation des exercices, ou d'indépendance, ou de spécialisation des exercices. Okay? Une fois donc vous avez clos les comptes. Ensuite, vous avez janvier donc, février, mars, vous avez avril, vous avez juin. Donc, avril, c'est la date d'arrêté des comptes. OK? Donc, ici, arrêté des comptes. 30 avril. Hein? Comme son nom l'indique, vous arrêtez maintenant. Entre janvier et avril, vous continuez en tant que comptable à passer des écritures comptables liées à l'exercice précédent. Okay? Mais au-delà du 30, c'est fini, vous avez arrêté les comptes et ces comptes arrêtés doivent être déposés au niveau, où ça? Au niveau des impôts. Puisque les impôts vont calculer l'impôt sur les bénéfices sur la base des états financiers qui ont été déposés le 30 avril au plus tard. Rien ne vous empêche de le faire en janvier, février, mars. Mais ça, c'est la date limite qui est fixée par l'OHADA et l'administration fiscale également s'est alignée sur cette date-là. Donc le 30 avril au plus tard, on doit déposer les états financiers. Donc là, on est dans la période-là. D'ici le 30 avril, tous les comptables dans les cabinets sont en train de travailler sur les comptes de 2019 qu'ils doivent déposer au plus tard le 30 avril 2020 aux impôts. Le OHADA vous dit, donc vous avez un délai de 4 mois pour arrêter les comptes. Et le 30 juin au plus tard, vous devez convoquer votre assemblée générale ordinaire. Okay? C'est valable pour la SA ou la SARL, des actionnaires ou des associés, pour statuer sur les comptes. Maintenant, c'est eux qui décident. Vous avez arrêté vos comptes. Vous avez jusqu'au 30 juin pour les convoquer en assemblée générale et vous allez leur remettre les états financiers. S'il y a un commissaire au compte, il va remettre son rapport et vous allez statuer sur la décision à prendre concernant le résultat. Mais le gérant, en plus des états financiers, il doit produire ce qu'on appelle un rapport de gestion. Okay? Le rapport de gestion accompagné des états financiers de synthèse seront remis aux associés. Mais les associés, il ne faut pas les mettre devant le fait accompli. Vous ne pouvez pas leur dire demain on a réunion d'assemblée générale. Il faut leur laisser le temps de se préparer. Donc pour cela, 15 jours au minimum, ils doivent être informés avant la date de l'assemblée générale. Donc vous envoyez vos convocations 15 jours à l'avance. Vous mettrez dans les convocations le rapport de gestion, l'ordre du jour, les états financiers et tout autre document qui pourrait les intéresser. Donc, soit vous leur envoyez ça par courrier ou par mail, ou alors vous envoyez la convocation et vous dites que les états financiers sont disponibles au siège. Là, libre à eux de venir ou d'envoyer quelqu'un, venir récupérer les documents. Donc, ça, c'est le droit aussi fondamental des associés, c'est le droit d'être informé sur la marche de l'entreprise. Donc, obligation de tenir l'assemblée générale. Et c'est le gérant qui le convoque. S'il ne le fait pas, n'importe quel associé peut saisir le tribunal et demander au tribunal de convoquer l'assemblée générale. Ou le commissaire au compte, le cas échéant, lui également, il a l'obligation de surveiller cela. Si ce n'est pas fait, lui, il peut convoquer l'assemblée générale. Donc, fondamental à respecter. Si vous ne le faites pas également, il y a une sanction pénale qui peut peser sur le gérant. Parce qu'il doit rendre compte. Okay? Ce n'est pas sa propriété, l'entreprise. On lui a délégué la gestion de l'entreprise. Il faut bien qu'il s'arrête en un moment et qu'il rende compte de sa gestion aux propriétaires de l'entreprise qui sont les associés. Donc, obligation de tenir une comptabilité, évidemment, okay, et de produire des états financiers de synthèse. Donc, tout ça, ce sont les obligations qui pèsent sur le gérant. Alors,
quels sont les avantages qui peuvent nous amener à se constituer en SARL? C'est l'outil idéal pour l'exploitation des petites entreprises. Donc, on l'a vu, mode de gestion simplifié. Il n'y a pas de dualité entre conseil d'administration, assemblée générale, etc. Ici, il y a juste l'assemblée générale qui nomme le gérant et puis le gérant, en retour, rend compte à l'assemblée générale. La présence d'un commissaire aux comptes, je réponds à votre question, n'est obligatoire que si 2 des 3 conditions suivantes sont remplies. Total du bilan supérieur à 125 millions, chiffre d'affaires supérieur à 250 millions, effectif personnel permanent supérieur à 50 millions. Donc, si 2 de ces 3 conditions sont réunies, vous êtes obligé de prendre un commissaire au compte. Il y a très peu de SARL qui remplissent ces conditions-là. Avant, c'était le chiffre d'affaires, mais avec la réforme, ce n'est plus le chiffre d'affaires, c'est le total du bilan. Donc, votre bilan comptable, là, le total, bilan net, s'il dépasse 125 millions et en même temps vous faites plus de 250 millions, vous avez rempli les 2 conditions, vous devez nommer un commissaire au compte. Si ce n'est pas le cas, vous continuez votre activité. Tout ce que vous avez à faire en tant que gérant, c'est de produire votre rapport des états financiers et les présenter en assemblée générale ordinaire des associés. C'est bon pour le commissaire au compte? Ensuite, le commissaire au compte, il est désigné par l'assemblée générale et nommé pour 3 ans. Donc, s'il a un mandat, c'est un mandat de 3 ans. Après, vous êtes libre de renouveler son mandat ou de le révoquer et de prendre quelqu'un d'autre. Autre avantage, bon, les associés n'ont pas obligatoirement la qualité de commerçant, ce qui a comme conséquence, les mineurs peuvent être des associés. Évidemment, il faut qu'ils soient sous tutelle. L'autre avantage, c'est la responsabilité des associés est limitée à leur apport, donc parce qu'il y a une distinction entre le patrimoine de la société et celui de l'associé. Donc, pour protéger son patrimoine, donc évidemment, il vaut mieux aller en SARL plutôt qu'en entreprise individuelle ou société de personnes qu'on verra plus tard. Donc, souplesse dans la Constitution, on l'a vu également, la possibilité de libérer le capital. Déjà, le capital, il est faible, 100 000, au maximum, on va dire 1 million. Et puis, vous pouvez le libérer progressivement, 50%. Intégralement, immédiatement, et puis le reste sur une échéance de 2 ans. Bon, les inconvénients, il y a quand même un certain nombre de formalismes. Hein. Ce n'est pas aussi simple qu'une entreprise individuelle ou un GIE, la société à responsabilité limitée. Donc, il y a des statuts, il faut voir un notaire, okay, il y a des dispositions qui encadrent un peu le fonctionnement de l'entreprise et les rapports entre les associés. Donc là également, on n'a pas une totale liberté de faire ce que l'on veut dans une société à responsabilité limitée. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi aussi certains partenaires financiers, comme les banques, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, s'il y a un prêt à octroyer, elles demandent une garantie supplémentaire des associés qui peuvent se porter caution, par exemple. Okay? Engager le propre bien pour dire, bon, je me porte caution pour la société, pour qu'on puisse obtenir ce prêt-là. Bon, la cession des parts n'est pas libre comme dans le cas d'une société anonyme où l'actionnaire peut se lever un bon jour, vendre ses actions. Ici, quand même, c'est un peu encadré par les statuts, c'est assez rigoureux. D'abord, il faut signifier la cessation de la société par exploit d'huissier. Okay. Ensuite, l'acceptation de la société dans un acte authentique par les autres associés. Et cette cession n'est opposable qu'après l'accomplissement des formalités liées au registre de commerce. Donc, ce n'est pas tout à fait libre. Hein. Encore une fois, il y a un caractère un peu familial qui fait que souvent, c'est des gens qui se connaissent, généralement même dans une même famille, qui se constituent en société. Donc, on ne prévoit pas la possibilité que la personne entre ou sorte quand elle veut, quoi. Okay? Alors, la conclusion qu'on peut tirer dans le cadre de la SARL, c'est que c'est d'abord la structure la plus répandue, on l'a vu. Son mode de gestion est simplifié. Il y a quand même des règles
et une grande rigueur nécessaire dans l'apport et la libération également des trucs. Et enfin, à terme, la salle peut être un tremplin pour les entrepreneurs qui, dès la réussite de leur projet, lâchent pour une structure soi-disant plus crédible, en l'occurrence la société anonyme. Donc, on peut bien démarrer avec une SARL parce qu'on a une activité modeste. Okay, on n'a pas envie de se compliquer la vie. Plus tard, maintenant, quand l'activité va se développer, on aura besoin de ressources beaucoup plus conséquentes. Là, on peut s'ouvrir et transformer la SARL en société anonyme, par exemple. Là, on peut carrément faire une transformation. Il y a quelqu'un qui avait posé une question, je ne sais pas si c'était en ligne ici, sur la possibilité de transformer une entreprise individuelle en société. On ne peut pas transformer une entreprise individuelle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer une personnalité juridique nouvelle en société. Donc, votre entreprise individuelle, vous allez là cesser son activité. Okay? Vous faites la cessation d'activité, vous faites la radiation de l'entreprise individuelle. Maintenant, vous, en tant que futur associé d'une SARL ou d'une SA que vous allez constituer, le fonds de commerce, vous l'apportez en capital, en apport en nature. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas transformer, on ne peut pas passer d'une entreprise individuelle en SARL en transformant les actes. Non. Ah, d'accord. Parce que c'est deux natures juridiques fondamentalement différentes. Okay? Ici, c'est une personne physique, ici, c'est une personne morale qui réclame des associés avec un formalisme qui est différent. Okay? Donc, attention au terme, on ne transforme pas, on crée. Mais on peut créer à partir maintenant des activités de l'entreprise individuelle, activités que vous allez apporter dans la société, qui va en fait poursuivre les activités de l'ancienne entreprise individuelle. Puisque vous avez apporté la clientèle, vous avez apporté le stock, le matériel, ainsi de suite. Donc c'est facile pour la société qui démarre de continuer les activités. Tout ce que vous aurez à faire après, c'est peut-être d'informer vos partenaires, leur dire, bon, j'ai arrêté l'activité, c'est une société que j'ai créée qui reprend les activités, donc on peut continuer à travailler ensemble, mais avec une nouvelle forme de structure. Okay? Oui? C'est clair? Oui, il a le micro, il peut poser la question. Ouais, j'avais juste une question par rapport au tableau que vous avez fait. C'est quoi la différence entre clôture des comptes et arrêté des comptes? Voilà, la clôture des comptes, c'est pour déterminer la date à laquelle les opérations peuvent être rattachées à l'exercice. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'activité ne s'arrête pas au 31 décembre, elle continue. Mais comptablement, on vous dit, toute opération que vous réalisez après le 31 décembre appartient au nouvel exercice. Vous ne pouvez pas l'imputer sur l'exercice antérieur. Donc, si vous supportez une charge en janvier, vous ne pouvez pas demander à votre comptable de faire supporter la charge sur l'exercice antérieur, 2019. C'est une charge de 2020. On ne peut pas l'imputer dans 2019. Donc, c'est le principe de séparation des exercices. Donc, on a clôturé l'exercice comptable qui s'arrête au 31 décembre. Pour en fait, laisser pour préparer les... Voilà. Ensuite, maintenant, on vous laisse un délai maintenant pour finaliser les états financiers. Donc, le comptable continue à travailler sur sa comptabilité. Il continue à passer des écritures. Bon, il peut y avoir des événements qui vont intervenir entre janvier et avril qui peuvent impacter sur l'exercice 2019. Je prends un exemple. Si au 31 décembre, vous avez un solde client de 15 millions, il y a un client qui vous doit par exemple 15 millions, entre le 1er 31 décembre et le 30 avril, date d'arrêter des comptes, vous vous rendez compte que ce client-là, il est en faillite, cette créance-là, ce n'est plus une créance ordinaire pour vous. Vous allez la déclasser et la passer en créance litigieuse ou créance douteuse, par exemple, et donc passer vos provisions. Mais ça, c'est une information qui est intervenue après la date de clôture. Mais ça ne vous empêche pas d'en tenir compte. Okay? C'est ça l'intérêt aussi, de ne pas arrêter très vite ces comptes, de se laisser un temps, et là, on vous donne la possibilité d'aller jusqu'au 30 avril pour le faire. Ce qui vous donne la possibilité d'avoir le maximum d'informations, puisque la vocation de la comptabilité, c'est quoi? C'est de produire des états financiers
fiable, fidèle, sincère. Donc l'information, elle est importante. Okay? Si cette information-là, vous ne la mettez pas dans la comptabilité, vous allez produire des états qui ne sont pas fiables. Vous allez avoir un compte client avec 15 millions, alors que le client, entre-temps, il a disparu. Il a peut-être fait faillite, il est en prison. Donc, vous avez très peu de chances de rentrer dans ces créances-là. La comptabilité vous donne la possibilité de le passer en provision et peut-être plus tard en perte, quand vraiment vous aurez l'information définitive comme quoi cette créance, elle est irrécouvrable. Voilà. Après, maintenant, le législateur vous dit, au plus tard le 30 avril, quand même, il faut convoquer l'Assemblée générale, parce que là, on est sûr qu'on a arrêté les comptes et qu'on a les états définitifs maintenant, et que le commissaire aux comptes, parce qu'il faut aussi qu'on lui donne son temps. Peut-être entre janvier et avril, il n'a pas le temps de faire le commissariat aux comptes. Lui aussi, dans son cabinet, il s'occupe à sortir les états financiers de ses clients. Vous, votre comptable, vous n'avez pas terminé vos écritures. Mais le législateur sait quand même qu'entre le 30 avril et le mois de juin, c'est la période idéale pour un commissaire aux comptes de faire ses travaux d'audit et donc de sortir des états financiers certifiés par l'expert comptable. Dans le cas où on décide de transformer l'entreprise d'arrêter l'entreprise individuelle pour créer une société, lorsqu'on va faire la cessation des activités et tout ça, il n'y a pas de structure ou de règles particulières pour, par exemple, le logo, le nom de l'entreprise individuelle, ce slogan, etc. Pour pouvoir céder ça à la nouvelle société. Il n'y a rien de particulier qui est demandé. Alors, c'est une bonne question. Ces éléments-là vont entrer dans votre fonds de commerce. Ce sont les éléments incorporels du fonds de commerce que vous allez transférer à la société. Maintenant, vous allez le valoriser. Bon, c'est peut-être là la difficulté. Bon, comment on peut valoriser l'enseigne, la clientèle, l'achalandage, etc. Bon, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, qui pourront vous dire voilà la valeur de ces éléments incorporels, donc que vous allez transférer à la société sous forme de cession, d'apport, on va dire, pour le capital par exemple. Si le fonds de commerce est de 10 millions, vous pouvez dire je vais constituer mon capital avec 10 millions en apportant mon fonds de commerce. Donc je n'ai pas besoin de débourser 10 millions en numéraire pour constituer ma société à responsabilité limitée par exemple, puisque le capital, je l'ai déjà, mais en nature. Et la loi me permet de constituer un capital en apport en nature. Okay? Ce sera le cas du fonds de commerce. Alors, ce qui sous-tend votre question, c'est qu'il ne faut pas passer de l'entreprise individuelle à la société sans faire un certain nombre de formalismes vis-à-vis des tiers. Parce qu'en entreprise individuelle, rappelez-vous, vous étiez immatriculé au registre de commerce, éventuellement au NINEA, vous étiez déclaré aux impôts sous ce nom-là. Donc, si vous cessez votre activité, vous devez informer l'administration et les tiers sur la cessation de cette activité. La première étape à faire, c'est de radier l'entreprise individuelle. Okay? Donc, j'ai fait une cessation, j'écris au greffe du tribunal pour lui dire j'ai arrêté cette activité-là, en tout cas à mon nom personnel. On va vous radier du registre de commerce, vous prenez le registre de commerce, vous informez l'administration fiscale et les autres administrations avec lesquelles vous étiez en contact. Hein. S'il y avait du personnel, des choses comme ça, il y a tout un tas de formalismes à faire. C'est pour éviter qu'on vous poursuive. Parce que si vous n'informez pas les tiers, on va croire que vous continuez toujours d'exercer. Et donc, cela vous est opposable. C'est la mention du registre de commerce que vous pouvez opposer aux tiers pour dire que, attendez, il y a le registre de commerce qui prouve que j'ai cessé mon activité et j'ai même radié cette entreprise dans le fichier du registre de commerce. Donc, ce qui s'est passé après, vous ne pouvez plus me poursuivre parce que je ne l'ai pas réalisé au nom de l'activité de l'entreprise individuelle. Donc, prenez le soin d'informer les impôts et puis on le verra plus tard. Il y a quand même des états financiers à déposer, les impôts dus sont immédiats, etc., etc. La nouvelle société n'a pas besoin d'avoir un nom propre, différent de celui de l'entreprise. Alors, ça aussi, il y a une particularité. Si le nom de l'entreprise individuelle que vous aviez, admettons que vous l'aviez protégé, vous avez peut-être la possibilité de l'utiliser pour la société. Encore une fois, ça rentre dans le fonds commercial, parce que c'est les éléments incorporels du fonds de commerce. Okay?
Alors, ce qui peut gêner, mais ça c'est d'ordre pratique, la loi ne vous l'interdit pas, hein, mais ce qui peut gêner, c'est que vous avez en entreprise individuelle un nom, vous passez en société avec le même nom, certaines administrations peuvent continuer à avoir cette confusion-là, que c'est la même entité qui continue. Donc si vous aviez des dettes fiscales sur l'entreprise individuelle, le même nom est dans le fichier de l'administration, ça peut créer quand même des soucis. On peut continuer à vous poursuivre sur une créance qui est née avant la création de la société. Bon, vous pouvez vous battre juridiquement pour dire que non, ce n'est pas la société, etc. Bon, mais après, allez savoir avec l'administration. Une fois que vous rentrez dans la machine, c'est compliqué. Souvent dans la pratique, on ne vous conseille pas de le faire. On vous conseille de renaître avec un nom différent. Maintenant, on peut y avoir des contraintes liées au fait que certains clients étaient habitués à travailler avec vous avec un nom commercial. Si vous changez, ça peut les perturber un tout petit peu. Bon, ce qui fait que certaines personnes préfèrent garder le même nom pour garder la même clientèle, ne pas un peu perturber les activités. Mais bon, ça aussi c'est relatif. Hein. Je pense qu'il faut peser le pour et le contre. Si vous estimez qu'en gardant le même nom, vous pouvez avoir des problèmes, des poursuites liées à votre passé, il vaut mieux peut-être changer d'approche. Juste, on a 2 questions en ligne. Oui. Et avant de passer les questions, on va passer juste une information. Oui. Donc, pour les lauréats, on vous a envoyé des emails. C'est l'administration qui vous a envoyé des emails. Donc, ça concerne pour la confection de vos cartes d'étudiants. Donc, il y a l'administration qui conseille de poster une photo de format identité, c'est-à-dire une photo identité. Donc, dans la plateforme, au plus tard le 15 mars. Donc, tout autre format ne sera pas recevable et la confection ne sera pas par conséquent. Donc, pour la photo, je répète, c'est une photo d'identité que l'administration demande. Et au plus tard, le 15 mars. Voilà. Maintenant, je vais passer pour les 2 questions en ligne. La première, ça a été posée par Ndeye Yassine Ning. Donc, elle dit, est-ce qu'on peut transformer une entreprise individuelle en société unipersonnelle à responsable limité? La deuxième question, ça a été posé par M. Ibrahima André Sadio. Donc, lui dit, peut-on passer d'un GIE à une SARL? Si oui, quelles sont les procédures à suivre? Bon, je crois que j'ai répondu à la première question hein, sur la transformation d'une entreprise individuelle en société, que ça soit unipersonnelle, à responsabilité limitée ou autre. Il n'y a pas de transformation possible. Il faut arrêter l'activité. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est transférer le fonds de commerce de l'entreprise individuelle à la société sous forme de capital, d'apport en capital, hein, d'apport en nature. Donc, le terme transformation signifie qu'on va changer les statuts, ce qui répond à la deuxième question. Par exemple, on était en GIE, on va passer en société. Là, c'était 2 groupements. Le GIE, c'était un groupement, la SA, société à responsabilité, est un groupement. On peut envisager la transformation. Bon, dans ce cas, il faut toujours convoquer l'Assemblée générale extraordinaire ici, qui va statuer sur les formes de transformation. Une fois que vous avez l'aval des associés, à ce moment, vous allez voir le notaire qui va rédiger les statuts et procéder aux formalités de transformation. Okay. Bon, s'il n'y avait pas de capital, puisque ce n'est pas obligatoire dans un GIE, mais dans une société c'est obligatoire, il va falloir envisager la contribution des associés pour la mise en place du capital, ainsi de suite. Ensuite, maintenant, le reste, c'est les règles de la société optée qui vont s'appliquer, notamment sur le fonctionnement, les organes délibérants à mettre en place, etc. Alors, oui, il y a une question dans la salle, allez-y. Il y a, dans le cadre de la cessation des activités d'une SARL, est-ce qu'il y a des conditions préalables, genre comme des frais à payer, ou bien si l'entreprise a une dette fiscale, comment est-ce que ça va être géré? Est-ce que la responsabilité des associés va être engagée ou comment ça va se passer? Okay. Donc, il y a des règles qui sont communes à toutes les sociétés. Okay. Il y a des règles qui sont spécifiques également à certaines sociétés. Donc, parmi les règles communes, c'est en matière de cessation d'activité. Donc, quand vous cessez,
vous voulez cesser votre activité, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous le faites à l'amiable, c'est les associés qui se réunissent, qui décident de cesser l'activité, ou bien c'est un règlement judiciaire, donc vous allez devant les tribunaux. Okay, le tribunal casse, se prononce sur la décision de cessation, etc. Donc c'est soit règlement judiciaire ou à l'amiable. Alors, dans les deux cas, il faut quand même acter la cessation d'activité. Là, encore une fois, c'est la décision collective qui va se prononcer. Les associés ou les actionnaires vont se réunir en assemblée générale extraordinaire et décider de la cessation d'activité de la SARL, dans le cas qui vous concerne. Une fois que c'est acté, il y a un procès verbal qui est dressé. Mais dans cette assemblée aussi, il faut nommer un liquidateur. Quand on fait une cessation d'activité, il faut nommer un liquidateur. Cette PV est transmise au notaire qui en fait un acte authentique, qui également fait les formalités de publication au niveau du registre de commerce, etc. Après, c'est le liquidateur qui entre en jeu. Donc lui, son rôle c'est quoi? C'est de regarder les dettes, de regarder les créances. Donc les créances, il va les réaliser, faire en sorte que l'entreprise rentre dans son argent, donc détenu par les clients par exemple. Il va vendre le stock, il va vendre les immobiliers, etc. Lui, son rôle, c'est d'avoir du cash. Une fois qu'il a le cash, il va l'utiliser pour rembourser les dettes personnelles, fournisseurs, État, etc. Après, maintenant, il y a des échelons. Hein. Il y a peut-être ce qu'on appelle les créanciers privilégiés, ainsi de suite. Okay? Quand il va finir de les rembourser, s'il y a un reliquat, c'est ça qu'on appelle le bonus de liquidation. Et c'est là qu'il va le partager entre les associés. Donc, une fois qu'il aura terminé son travail de liquidateur, il va dresser un bilan de liquidation, revenir encore chez le notaire, dresser l'acte authentique, informer le tribunal que maintenant la société elle est morte et enterrée. C'est ça la procédure. Alors, maintenant dans les poursuites des dettes, okay, donc le liquidateur c'est lui qui réalise les dettes. S'il n'arrive pas à payer les dettes, la question qui va se poser c'est est-ce qu'on peut poursuivre les associés ou les dirigeants. Pour les dirigeants, on va regarder si c'est une faillite qui a conduit à une liquidation judiciaire. Donc, ils sont fautifs. En ce moment-là, ils peuvent être poursuivis parce que c'est de leur faute que la société a connu des difficultés qui font qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser les dettes. Okay? Donc, si c'est à l'amiable, bon, dans ce cas, les associés quand même ne sont pas poursuivis puisque leur patrimoine est privé. Okay? Ce qui n'est pas le cas maintenant dans le cas des sociétés de personnes qu'on verra plus tard. Hein. Deuxième forme de société, c'est la société par action simplifiée. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'une SARL doit forcément avoir un siège social? Oui, obligatoire. Il faut avoir l'adresse. Une personne physique doit avoir une adresse. Une personne morale doit avoir également une adresse. C'est le lieu de son siège social. C'est obligatoire. Okay? Donc, dans les statuts, ça fait partie des éléments qui sont obligatoires dans les statuts et qu'on va reprendre dans le registre de commerce. Il doit avoir un nom, il doit avoir une adresse également. Et voilà. C'est bon? Donc là, la SAS est relativement récente. D'ailleurs, c'est avec la réforme de 2014 qu'on l'a intégrée. Mais avant, il n'y avait pas ce type de structure dans l'espace Awada. Bon, de plus en plus, les gens vont vers la SAS pour la simple raison que c'est une structure assez souple également comparée à la société anonyme, par exemple. Okay. Donc, de la même manière que la SARL, elle est constituée par un ou plusieurs associés. Alors, la seule différence avec la SARL, c'est qu'ici, les statuts prévoient la libre organisation et le fonctionnement de la société. Dans le cas d'une SARL ou d'une SA, dans les statuts, tout est presque figé. C'est un canevas qui est là, vous n'avez pas le choix de les modifier. Dans le cas de la SAS, on vous donne la liberté d'introduire certaines clauses, okay, qui sont libres, qui vont peut-être dans la souplesse ou l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise. Donc on a une certaine liberté qu'on n'a pas dans la SA ou la SARL. Bon, ce qui fait un peu le charme de la SAS, hein, ce qui fait que de plus en plus les gens y vont. Mais on verra aussi les conséquences de cela.
Bon, pareil aussi, hein, sécurité du patrimoine des associés, au même titre que la SAO et la SARS. Elle peut être créée ab nihilo ou par transformation. Donc, on peut démarrer avec une SAS ou démarrer avec une SAS, la transformer en SAS, ou démarrer avec une SA et la transformer en SAS. Ça également, c'est possible. Bon, une seule personne peut constituer une SAS, qu'elle soit personne physique ou morale, pardon. Ça, c'est le même principe qui est acquis pour la SA ou la SARL. Le montant du capital est librement déterminé dans les statuts. Donc, c'est des apports qui peuvent être en numéraire, en nature, en industrie. Donc, ces trois modes d'apport sont permis dans une SAS. Alors, elle peut émettre des actions inalléables résultant des apports. Donc, ça, c'est cette liberté qu'on donne aussi aux associés pour dire que, bon, si vous êtes membre, OK, on va déterminer une date à laquelle, ou une durée à laquelle vous n'avez pas le droit de sortir de la SAS. Vous restez dans la SAS. Donc, on va dire que c'est des actions inalléables, qu'on ne peut pas les vendre, les céder, OK, à des tiers pendant une durée qui est déterminée. Bon, c'est des choses que vous ne trouvez pas, par exemple, dans une SARL ou dans une SA. Bon, cette durée, elle est limitée à 10 ans. Au moment de la constitution également, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Immatriculation au registre de commerce, publication dans un journal légal. Okay? Alors, la mode de direction, elle est différente de la SARL. Ça également, c'est un intérêt. Dans la SARL, on a dit que le dirigeant, c'est le gérant. Ici, le dirigeant, c'est le président. Obligatoirement, il faut un président dans une SAS. Okay? Après, on peut avoir un président et avoir un directeur général, voire même un directeur général adjoint. Donc, dans une SARL, c'est gérant, dans une SAS, c'est président, avec possibilité d'avoir un directeur général également. Okay? Bon, maintenant, il y a certaines personnes qui aiment tellement les titres pompeux là, ils préfèrent qu'on les appelle président plutôt que gérant. Donc, mais bon, ça peut être un critère de choix, hein, je ne sais pas. Hein? Si c'est peut-être pour anoblir vos cartes de visite, monsieur le président, hein? Plutôt que monsieur le gérant. Hein? L'influence anglo-saxonne. Les CIO, là, voilà. Donc, ouais. Donc, ici, on vous donne la liberté dans les statuts pour vous organiser un peu le fonctionnement. Donc, ça, il y a une liberté qui est donnée aux associés. Ce qu'on n'a pas dans le cadre de la SARL. Donc, la SAS est beaucoup plus souple comparée à la SA. Okay. Par contre, cette souplesse, quand même, il faut faire attention. Parce que, alors, dans la SAS, souvent, vous avez les gens qui ne passent pas par un notaire pour la rédaction des statuts. Bon, dans la SARL, SA, bon, c'est connu, c'est figé, plus ou moins. Vous allez vers le notaire, il tire les statuts, il les met à jour en fonction de votre activité, et puis il les édite. Dans une SAS, on vous donne la possibilité vous-même de rédiger vos statuts. C'est là le problème maintenant. Parce que si vous n'êtes pas des gens avertis, vous pouvez mettre des clauses qui peuvent vous créer des problèmes demain dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est pour ça, bien qu'il y a cette liberté qu'on vous donne, mais on vous conseille quand même de vous adjoindre les conseils d'un professionnel, notamment d'un juriste, on va dire peut-être même un notaire, qui va vous aider dans la rédaction de ces statuts pour éviter quand même de créer des règles qui demain vont être difficilement applicables pour votre société et créer des blocages. Donc souplesse, oui, mais attention également dans ces dispositions-là. Bon, voilà pour la SAS. Après tout ça, on verra sur le plan fiscal qu'est-ce que ça va donner. Bon, j'avance un peu parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Hein. Pour la SAS, pareil, c'est comme la SARL. Le commissaire au compte n'est obligatoire que si 2 des 3 conditions sont réunies. Hein. C'est les mêmes conditions. Donc, dans une SAS, pas d'obligation de commissaire au compte, sauf si ces critères-là sont réalisés. Évidemment, il faut une comptabilité, il faut également un rapport,
une assemblée générale, ok, avec un président qui dirige donc l'assemblée générale, qui peut nommer un directeur. Alors, on vient vers les autres sociétés qui sont les sociétés. On en a terminé avec les sociétés de capitaux. Donc, on a vu l'entreprise individuelle, personne physique. On a vu les personnes morales. Les personnes morales, on a vu, il y a 2 catégories, ou 3 même. Enfin, 2 catégories, on va dire, les sociétés et le GIE. Dans les sociétés, on a 2 sous-catégories, les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Les sociétés de capitaux, SA, SAR, SAS. Les sociétés de personnes, maintenant, on a vu la société de personnes par définition, c'est la SNC, la société en nom collectif. Donc, alors, c'est quand même des sociétés assez rares. Hein? Okay? C'est prévu hein, par l'ODA. Vous êtes libre de vous constituer en société, mais à vos risques et périls, hein, on le verra, il y a beaucoup de difficultés dans le fonctionnement lié à ces sociétés, notamment par rapport aux responsabilités. Maintenant, pourquoi les gens le font? Parce que bon, c'est souvent des sociétés de personnes familiaux, quoi, où c'est des familles qui se réunissent pour créer une société en nom collectif. Souvent, on voit établissement, Job et frères, etc. Ça, c'est le prototype type des sociétés de nom en nom collectif. Ou bien Amadou Samba ou Job Fall et fils. Okay? Donc, on voit bien c'est les noms qu'on donne, hein? Donc, qu'on collectionne, d'où le nom collectif. Donc, c'est souvent des sociétés de famille, ou en tout cas des gens qui sont vraiment proches, mais qui se font également confiance. Donc, ce qui explique pourquoi souvent les gens vont vers ce type de société. Mais le principal inconvénient, c'est dans l'engagement du patrimoine des associés. Hein? Donc, on va passer en revue. Ici, on ne peut pas créer une société en nom collectif avec une seule personne. Il faut minimum 2 personnes. Okay? Ensuite, toutes ces personnes doivent être des commerçants. Ils doivent avoir la qualité de commerçant. Or, n'importe qui ne peut pas être commerçant. Par exemple, un mineur, ce qu'on appelle les interdits, ne peuvent pas être des commerçants, puisqu'ils n'ont pas atteint l'âge qui leur donne le consentement. Parce que le consentement aussi, c'est important. Ça, c'est un frein. Deuxièmement, 2 époux ne peuvent être associés d'une même société en nom collectif. Pourquoi? Pourquoi on interdit à un couple d'être associé dans une même société en nom collectif? Conflit d'intérêts, non, pas. Très bien, la responsabilité est illimitée. Donc, la responsabilité illimitée, ça veut dire vous engagez votre patrimoine. Alors, imaginez dans un couple où le mari et l'épouse sont associés dans une société en nom collectif, il y a des dettes qu'il faut rembourser, les créanciers saisissent les biens de l'époux et les biens de l'épouse. Il ne restera rien dans cette famille-là. Donc, c'est pour protéger la cellule familiale qu'on interdit ce type de situation-là. C'est pour ne pas vraiment disloquer la famille. Hein. Ce serait quand même très difficile pour un couple de perdre tous ses biens parce qu'ils s'étaient engagés dans une société en nom collectif et qu'il y a eu des soucis, notamment des dettes, que la société n'a pas pu rembourser et que les associés les créanciers ont dû saisir les biens privés des actionnaires, des associés, pardon. Donc ici, le principal inconvénient, c'est la responsabilité solidaire et indéfinie des associés de cette société-là. Donc, le fait que la garantie soit ici les personnes a pour conséquence, on n'a pas besoin de capital. Donc ici, il n'y a aucun capital qui est exigé. La responsabilité indéfinie et solidaire. Donc c'est quoi indéfini et c'est quoi solidaire? Indéfini. Pour les sociétés de capital, oui. Indéfini pour dire qu'il n'y a pas de limite minimum ou maximum
de ce qu'on peut prendre Voilà. dans vos biens. C'est ça. Donc c'est indéfini. Ok. Tous vos biens privés peuvent faire l'objet de saisie. Ok. Le solidaire là signifie quoi? Il faut parler fort dans le micro. Solidaire, en fait, là, on peut gagner ou perdre ensemble, en fait. D'accord, il y a une solidarité. Oui. Mais la solidarité dans quoi? Concernant les dettes. Dans la responsabilité, Oui. notamment de remboursement des dettes. dettes. Ok. Donc le solidaire, ça veut dire que un créancier a la possibilité de viser un seul associé. Ok. Vous êtes 3 associés. L'un des associés est plus riche que les autres. Je n'ai pas besoin de saisir les biens de tous les associés. Je vais cibler l'associé le plus riche. Je vais prendre ses immeubles. Ok. Après, à charge à lui de se reporter sur les autres associés pour se faire rembourser. Donc, de partager la responsabilité. Donc, le solidaire, là, c'est ça. Vous êtes solidaire entre vous. Je ne vais pas dire que parce que vous avez 10% du capital de la société, donc je ne peux saisir que 10% de vos biens. Non, non. Je peux vous cibler, vous, personnellement, saisir la totalité de vos biens, en tout cas jusqu'à hauteur de la dette, et ensuite, à charge à vous d'aller voir les autres pour dire que moi, j'ai concouru plus que vous, maintenant, on va se partager. Okay? Vous, entre vous, vous pouvez définir les règles de partage, mais vis-à-vis du créancier, lui, il n'y a pas de défini, c'est pas défini et c'est solidaire entre vous. C'est ce que cela signifie. Donc, voilà le danger des sociétés de personnes, c'est le principal inconvénient, notamment la responsabilité. Donc, ne peuvent être cédés qu'avec le consentement unanime des associés. C'est clair. Puisque ici, il y a ce principal inconvénient de partage des responsabilités, on ne peut pas entrer et sortir comme on veut. Okay? Donc, tout est verrouillé. L'entrée est verrouillée, la sortie également est verrouillée. Si vous voulez sortir, il faut qu'il y ait un consentement unanime, okay, pour que vous puissiez céder vos parts et quitter. Okay? L'organe de direction, tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts. Donc, si les statuts sont muets, on considère que tout le monde est gérant. S'il y a 10 associés, il y a 10 gérants. Maintenant, nous, dans notre organisation, on peut statuer sur la personne qui sera désignée pour être à la commande et gérer la société. Dépôt obligatoire, donc la publication. Le contrôle également, le commissaire au compte n'est pas obligatoire dans le cas des sociétés en nom collectif. On peut le mettre en place, hein, mais ce n'est pas obligatoire. La loi ne vous oblige pas à le faire. Voilà la caractéristique des sociétés de personnes, notamment la société en non commercial. Okay. Ensuite, vous avez la société en commande simple qui est également dans le lot des sociétés de personnes. Là également, il n'est pas prévu la possibilité de créer une société en commande simple avec un associé. Il faut être 2. Aucun minimum apport en industrie possible pour les commandités. Alors, la particularité ici, c'est que dans une société à commande simple, vous avez 2 types d'associés. Vous avez ce qu'on appelle les commanditaires et les associés commandités. Les associés commandités, ils ont les caractéristiques des associés d'une société de personnes. Les associés commanditaires ont les caractéristiques d'un associé ou d'un actionnaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme. Donc, si vous voulez faire la différence, souvent, le R là, de commanditaire, doit vous renvoyer à actionnaire. Okay? Donc, lui, il engage sa responsabilité jusqu'à hauteur de son apport. Tout comme l'associé de la société à responsabilité limitée ou l'actionnaire de la société anonyme. Tandis que l'associé commanditaire, lui, il engage sa responsabilité de façon solidaire et indéfinie, au même titre que l'associé de la société en nom collectif. Donc voilà ce qui distingue les deux groupes que vous avez. Alors, cette distinction fait que, justement, les associés commanditaires ne peuvent pas diriger la société.
eux, ils n'interviennent pas dans la gestion. Ce sont les associés commanditaires qui peuvent intervenir dans la gestion. Donc, si on doit nommer un gérant, il ne peut être qu'un gérant issu des associés commandités, pas les associés commanditaires. Les commanditaires, il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est qu'ils apportent leur argent. C'est tout. Et qu'à la fin, ils tirent bénéfice de la répartition du résultat. Mais ils ne sont pas aux commandes. Donc, ils ne sont pas obligés d'être des commerçants. Mais les associés commandités, ils doivent être des commerçants. Donc, remplir toutes les conditions pour être commerçant, pour avoir la qualité de commerçant. Notamment, ne pas être frappé par l'interdiction, par exemple, liée au fait qu'on est mineur, etc. Bon, je passe en revue rapidement, mais c'est des sociétés qui ne vont pas vous intéresser. Hein. Mais c'est bon à connaître. Hein. Okay. Donc, responsabilité indéfinie et solidaire pour les associés commandités, limitée aux apports pour les commanditaires. Bon, pareil aussi, la cession des parts, unanimité requis. Seul l'associé commandité peut être gérant. Bon, les états financiers, la tenue de comptabilité, c'est obligatoire. La désignation d'un commissaire aux comptes, mais également pas obligatoire. Ensuite, vous avez les sociétés en participation. Donc, comment on l'a défini? La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au registre de commerce. Donc, on a créé notre entreprise, on a même fait nos statuts et tout, ce que ça, ainsi de suite. On a organisé le fonctionnement et tout, mais on a décidé de ne pas aller s'inscrire au registre de commerce. Donc, le fait de ne pas s'inscrire au registre de commerce, quelle est la conséquence? Vous n'avez plus la personnalité morale, juridique. Okay? C'est le registre de commerce qui vous confère cette personnalité. Donc, il n'y a aucune formalité d'immatriculation ni de publicité. Donc, généralement, les tiers ne sont même pas au courant de ce type de société puisque vous n'avez pas procédé aux formalités de sauvegarde. Donc, c'est une société qui est inconnue par les tiers. Donc, généralement, il n'y a que les associés fondateurs qui connaissent ce type de société-là. Alors, donc ici, si avantage il y a, on peut dire que c'est peut-être lié au fait que, alors, il y a une simplicité dans la création, donc on n'a pas besoin d'aller voir un notaire ou au registre de commerce pour formaliser, donc il y a une certaine simplicité dans le format. Donc ici, ce sont les associés qui conviennent librement de l'objet social, de leurs droits, de leurs obligations et comment la société va fonctionner. Donc, ce n'est pas un notaire qui va rédiger des statuts pour nous dire voilà comment la société va fonctionner, comment les actionnaires vont se comporter entre eux. Donc ici, les règles sont proprement définies librement entre les associés. Alors, donc, au regard de la loi, ces sociétés-là, quand on doit un peu, disons, la juger au regard des textes, on va appliquer les mêmes textes qu'on applique pour une société à non collectif, notamment responsabilité illimitée et solidaire des associés. Donc, c'est comme une société en non collectif. Bon, très peu également dans nos contrées, hein. Bon. Mais ça, c'est prévu dans l'ordre. Après, vous avez ce qu'on appelle les sociétés de fait. Donc, c'est lorsque deux personnes physiques ou morales constituent entre elles une société reconnue par l'acte uniforme. Donc, ça peut être la société à responsabilité limitée, ça peut être la SAS, ça peut être la société anonyme, mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives. Ou alors, lorsqu'elles constituent entre elles une société non reconnue par l'acte uniforme. Par exemple, si vous créez une société en non collectif avec une seule personne, est-ce que c'est reconnu par l'acte uniforme? Société en non collectif avec une seule personne, ce n'est pas reconnu. Donc, ça devient une société de fait. Okay? Entre vous, vous pensez que c'est une société, mais au regard de la loi, ce n'est pas une société en non collectif.
parce que c'est une société qui n'est pas reconnue par l'acte uniforme. Donc on va le qualifier en société de fait. Non, c'est différent de société d'écran. Hein. Alors, il ne faut pas confondre société de fait et société créée de fait. La société créée de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des sociétés, comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par l'acte uniforme. Donc si je reviens à la question de celui de Thiès, là, il a ses collaborateurs, ce qu'il appelle collaborateurs. Il est en entreprise individuelle, mais il travaille avec ces gens-là comme des associés, mais sans pour autant constituer la société. Donc au regard de la loi, on dira que c'est une société créée de fait. Donc s'ils se mettent ensemble, okay, ils se partagent des bénéfices, l'un apporte de l'argent, l'autre apporte du nature, des biens nature. Ils se comportent comme des associés et à la fin de l'année, ils s'arrêtent, ils disent on va partager les bénéfices. Ils n'ont fait aucune formalité de constitution d'une société reconnue. Okay? Mais ils fonctionnent comme une société normale. Là, c'est une société créée de fait. On appelle ça une société créée de fait. Donc, il ne faut pas aussi confondre la société en participation avec la société de fait. Hein. Alors, ça se ressemble un peu, mais ce n'est pas la même chose. Alors, ensuite, dernier élément, c'est le GIE. Bon, on a vu le GIE, hein, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, son but exclusif, c'est de mettre en œuvre pour une durée déterminée des moyens propres pour faciliter ou développer l'activité de ses membres, afin d'accroître le résultat, pas du GIE, mais des membres du GIE. Okay? Donc, ici, le but, ce n'est pas de chercher un profit. Donc, l'activité doit se rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère obligatoire. Donc, le but, ce n'est pas de réaliser des bénéfices. Il peut se constituer sans capital. Là également, tout comme les sociétés de personnes, les membres d'un GIE sont solidairement et indéfiniment responsables du paiement des dettes. Ceux qui se constituent en GIE ne prennent pas en compte cet élément-là. Et ils ne voient que la simplicité. Il n'y a pas de capital, on n'a pas besoin de notaire, donc c'est vite fait. Okay? De surcroît, on a une fausse idée, on ne paye pas d'impôts. Okay? Donc on y va, mais en oubliant que vous êtes en train d'engager votre responsabilité, notamment votre patrimoine privé. Donc demain, en cas de problème, on peut saisir votre patrimoine privé pour se faire rembourser des dettes, okay, créées par le GIE. Donc attention au GIE. Hein. C'est quand même dangereux comme structure si on ne respecte pas les règles qui fondent le GIE. Il est administré par un ou plusieurs administrateurs choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux. Donc, dans les GIE, on parle d'administrateurs, pas d'associés, hein, généralement, ce qui compose le GIE. Alors, tout comme on a fait une fiche synoptique pour l'entreprise individuelle, la société, on peut également décliner quelques avantages. Le principal avantage, c'est la responsabilité personnelle des actionnaires qui est limitée à leur mise de fonds, le capital. Donc, tout ce que vous risquez de perdre en tant qu'actionnaire ou associé, c'est ce que vous avez apporté lors de la constitution de l'entreprise. Donc, vous avez protégé vos patrimoines privés. Alors, le taux d'imposition plus avantageux que celui des particuliers, c'est relatif. Quand on va voir la fiscalité, on y reviendra. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. OK? Le taux là, c'est élevé. Oui. C'est pour ça que je dis dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Ce n'est pas définitif. Il peut arriver des cas où c'est plus intéressant d'être en société qu'en entreprise individuelle. On le verra. La société, le taux d'imposition de la société, c'est combien? 30%. Le taux d'imposition d'une entreprise individuelle, c'est combien? Donc, pour comparer, il faut connaître les deux fiscalités. C'est maximum 40%. Donc, en entreprise individuelle, on peut aller jusqu'à payer 40% de son revenu.
Ça dépend de la situation. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Le niveau de revenu, la situation de famille, etc., etc. Indépendamment de tout ça, il peut arriver que vous soyez dans une situation où vous faites un résultat qui va vous faire payer 40% de votre bénéfice. Tandis que si vous étiez en société, vous ne payerez que 30%. Il y a encore d'autres éléments qui entrent en jeu. Mais ça, on le verra quand on va aborder la fiscalité. On va rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi on a mis cela. Mais c'est relatif. On ne veut pas dire que toujours c'est le cas. Que sur le plan fiscal, il vaut mieux être en société qu'en entreprise individuelle. C'est faux de le dire comme ça. Okay? C'est relatif. C'est au cas par cas. Les inconvénients qu'on peut tirer d'une société, c'est plus coûteux en raison des frais. On l'a vu, la Constitution, il y a un certain formalisme et ce formalisme a un coût. Et le fonctionnement également peut être complexe, notamment dans le cas d'une société anonyme où vous avez plusieurs organes. Okay? Dans le cas de la société non collective, par exemple, bon, il faut souvent l'unanimité des associés pour prendre certaines décisions, etc., etc. Donc voilà un peu, de façon, je ne dirais pas exhaustive, mais en tout cas large, les critères que nous avons passés en revue et les types de formes juridiques qui existent et dans lesquelles vous pouvez vous mouvoir. Vous ne pouvez pas exercer une activité sans choisir une des formes juridiques que nous avons vues depuis ce matin. Si vous le faites, vous êtes dans l'informel, vous êtes dans l'illégalité. C'est la forme juridique qui constitue l'enveloppe légale pour l'exercice de votre activité. Vous avez une activité, vous voulez l'exercer, forcément vous devez choisir une forme juridique. Soit c'est une entreprise individuelle, soit c'est un groupement. Donc on fait un petit rappel pour rafraîchir un peu les mémoires. Donc vous avez la société anonyme qui peut se décliner en société anonyme avec plusieurs actionnaires ou société anonyme avec un seul actionnaire. L'actionnaire peut être vous, personne physique, ça peut être une personne morale. Donc une société peut créer une autre société anonyme en étant l'unique actionnaire. J'ai donné l'exemple de la Sonatel. La Sonatel peut créer Orange Guinée, donc Sonatel Sénégal peut créer Orange Guinée en détenant 100% du capital de Orange Guinée. Donc on va dire que Orange Guinée va être la filiale de Orange Sénégal ou Sonatel Sénégal. Okay? Donc ici, l'actionnaire unique, c'est une personne morale, à savoir Sonatel. Okay? Et c'est une société anonyme unipersonnelle. Vous avez la SAS qui peut également se constituer avec un associé ou plusieurs, et cet associé peut être une personne physique ou une personne morale. Vous avez la SARL, pareil, qui peut se constituer avec 2 ou plusieurs associés. Si c'est 2 ou plusieurs, on va parler de SARL. Si c'est un seul associé, on va parler de SURL, Société unipersonnelle à responsabilité unique. Okay? Ou SURL, ça dépend des déclinaisons que vous pouvez avoir. Là également, l'associé unique peut être une personne physique ou une personne morale. À côté, vous avez les sociétés de personnes, la SNC, okay, qui ne peut être constituée que par 2 ou plusieurs. Vous avez la société commandite simple, pareil. Vous avez les autres, vous avez la société en participation notamment. Ensuite, vous avez le GIE, vous avez les sociétés de fait, vous avez l'entreprise individuelle. Voilà les possibilités que vous avez qui existent et qui sont reconnues par l'OHADA, qui régit l'environnement des affaires dans lesquelles vous êtes en train de vous mouvoir. Okay? Toute activité que vous menez en dehors de celle-là, c'est illégal. Et c'est informel. On ne vous le conseille pas. Maintenant, c'est à vous de choisir celui qui convient le mieux en fonction des critères que nous avons balayés. Mais il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas là également. Mais dans tous les cas, c'est à vous de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est convient, en tout cas au moment où vous créez votre activité, qu'est-ce qui est convenable pour vous, tout en sachant que vous avez la possibilité de vous mouvoir, okay, pour aller en entreprise individuelle. Vous pouvez aussi créer une société unipersonnelle, vous dire c'est trop coûteux pour moi, je vais être en entreprise individuelle. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est plus une transformation non plus.
vous faites une dissolution, une liquidation, et vous créez une entreprise individuelle à votre nom, et vous démarrez avec vos activités. L'inverse également, ça existe. Y a-t-il des questions? Oui. Donc, je voudrais savoir qu'en est-il des associations, parce que j'ai remarqué qu'il y a différents organismes qui pouvaient un peu délivrer donc, des documents d'établissement d'association, parce que je ne sais pas s'il y a une différence ou bien c'est la même chose. Il y a l'APEX, il y a, je ne sais pas, le ministère de l'Intérieur ou bien les préfectures. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose ou bien si ce sont des associations qui sont différentes. Ce n'est pas la même chose. On a dit au départ que vous avez les sociétés commerciales, les sociétés civiles, qui sont régies par le Code des obligations civiles et commerciales. C'est là-bas où vous allez retrouver les associations. Les associations, c'est des organismes à but non lucratif. Donc, ce n'est pas de faire du commerce. Donc, ce ne sont pas des activités commerciales. Okay? Ensuite, pour leur immatriculation, ils ne doivent pas passer par le même chemin que les sociétés commerciales. Une société commerciale, je vous ai dit, la première étape, c'est l'immatriculation au registre de commerce. Et pour ça, vous avez soit l'APIX, avec son bureau de création, ou vous avez les chambres de commerce. Donc, c'est les lieux où on peut créer ces entreprises-là. Pour l'association, c'est différent. Il n'y a que le ministère de l'Intérieur qui vous donne l'autorisation de l'association. Okay? Donc, ce n'est pas l'APIX. Donc, si vous avez votre association et vous passez par l'APIX, c'est certainement pas pour avoir l'autorisation, mais peut-être c'est pour avoir le NINEA, j'imagine. Mais pas l'autorisation d'exercer en tant qu'association qui, elle, est délivrée par le ministère de l'Intérieur et il faut passer par la sous-préfecture, la préfecture, la gouvernance, etc. pour pouvoir au finish obtenir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. On ne peut pas obtenir cette autorisation-là via APIX pour ce qui concerne les associations. Alors, on va terminer pour faire un rappel concernant les formalités de création. Donc, votre idée, elle est bien assise, vous avez assez avancé, vous avez fait votre business plan et tout, vous passez à l'acte, ok, vous avez créé votre entreprise. Vous avez choisi, pardon, votre entreprise, ok. Soit c'est une personne physique, entreprise individuelle ou un regroupement. Alors, donc, l'établissement des statuts ne concerne que les personnes morales. Une entreprise individuelle, personne physique, n'a pas de statut. Donc, vous n'êtes pas concerné. Si vous avez choisi l'entreprise individuelle, il n'y a pas de statut à rédiger. Si vous êtes une personne morale, soit un GIE, une société de personnes ou de capitaux, obligatoirement, il y a des statuts. Okay? Et généralement, c'est le notaire qui fait les statuts. On vous donne la possibilité de faire des statuts sous seing privé, donc hors notaire. C'est par exemple le cas des SAS, où les associés se réunissent pour rédiger leur propre statut. Mais là encore, même si on vous donne la liberté de le faire, de rédiger, vous avez encore l'obligation de le faire authentifier par un notaire. Donc, pratiquement, ça revient au même d'aller voir un notaire. Surtout que le notaire, c'est une sécurité juridique quand même qui vous permet de ne pas mettre certaines clauses qui sont contraires à la loi ou bien qui peuvent créer des problèmes dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, pour les sociétés ou les personnes morales de façon générale, voilà la première démarche à faire une fois que vous avez choisi la forme juridique. Pour les personnes morales, il y a un capital qui parfois est exigé, parfois ce n'est pas le cas. Donc le capital ne relève pas de l'entreprise individuelle. Vous n'avez pas besoin de capital pour une entreprise individuelle. Vous pouvez démarrer sans capital dans le cas d'une entreprise individuelle. Dans le cas d'une personne morale, notamment les SA et SARL, donc vous passez par le notaire qui va bloquer le capital. Donc quand vous faites une souscription, vous libérez auprès du notaire. Donc chacun va apporter sa quote-part, on fait un chèque ou des chèques qu'on remet au notaire. Le notaire va faire les formalités. Si le capital est de 5 millions, si les formalités coûtent 1 million, on va dire, les 4 millions, il va vous faire un autre chèque de 4 millions
au nom de la société et vous prenez le chèque, vous le versez dans le compte bancaire de la société. Donc le capital est bloqué au niveau du notaire. Quand il aura terminé de faire ses procédures, il va vous restituer le reliquat après avoir déduit les frais. Le reliquat appartient à la société et vous allez le verser dans le compte bancaire de la société. C'est clair? Toujours en matière de formalité, les statuts rédigés par le notaire doivent faire l'objet d'enregistrement au niveau de l'administration fiscale. Ça, c'est le notaire également qui s'en occupe. L'entreprise individuelle n'a rien à enregistrer, donc elle n'est pas concernée ici. Les statuts également sont déposés au niveau du greffe, donc ça ne concerne que les personnes morales, pas l'entreprise individuelle. Donc une fois que le notaire l'a fait, il faut qu'il le publie. Il faut que les autres personnes, les tiers, sachent qu'il y a une société qui vient d'être créée, avec comme associé tel, avec un capital 2, avec un siège social, ainsi de suite. C'est pour ça, souvent, dans les journaux, vous le voyez. Tel notaire a constitué une société au nom d'eux, avec un capital 2, le siège social, ainsi de suite, avec le numéro de registre de commerce. Donc ça, il le fait au niveau du greffe. Ensuite, il fait la publication dans un journal officiel d'annonce légale. Ensuite vient la phase d'immatriculation. Là, tout le monde est concerné. Donc vous voyez bien que c'est la première formalité pour l'entreprise individuelle. Mais ça n'est pas un pour la personne morale. Parce qu'avant d'arriver à l'immatriculation, la personne morale, elle a dû faire d'autres formalités, notamment les statuts, passer par un notaire, l'enregistrer, etc. Mais le registre de commerce, c'est pour tout le monde ici. Aussi bien personne physique que personne morale, c'est obligatoire et ça se fait au niveau du greffe du tribunal. Évidemment, si vous passez par l'APIX, c'est l'APIX qui fait tout ça. La publicité légale, donc on l'a vu dans les journaux, des annonces légales ou le bulletin officiel. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez vos statuts pour le cas d'une personne morale. Vous avez votre registre de commerce pour les deux cas. Maintenant, vous allez continuer à informer les tiers. Jusque-là, il n'y a que vous, a priori, qui êtes informé de l'existence de l'entreprise. Donc, vous avez, dans un délai de 20 jours, vous devez adresser à l'administration fiscale un courrier pour lui dire que nous avons créé notre activité, notre entreprise qui s'appelle Temps, qui est matriculée au registre de commerce. Notre activité est de temps, et nous comptons démarrer l'activité à telle date. Si l'activité a démarré, vous dites l'activité a démarré. Si elle n'a pas encore démarré, vous dites que l'activité n'a pas encore démarré, nous comptons démarrer dans telle date. Vous déposez le courrier au niveau du centre fiscal. Pourquoi vous le faites? Voilà. Si vous ne le faites pas, vous êtes déjà dans la base de données de l'APIX qui a créé votre entreprise. Il peut arriver que l'administration fiscale se connecte à la base de données de l'APIX pour voir quelles sont les entreprises qui ont été créées au Sénégal. Si l'administration tombe sur votre entreprise et que depuis votre création jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous n'avez fait aucune manifestation vis-à-vis de l'administration, ni payer des impôts, ni déclarer des impôts, l'administration va considérer que vous êtes dans l'informel. Vous avez essayé de lui cacher votre activité pour échapper à l'impôt. Et bonjour les dégâts, c'est là où commencent les redressements généralement. Elle va dire que depuis que vous êtes créé, vous avez probablement vendu, vous avez fait des bénéfices, mais vous n'êtes pas venu me voir. Donc moi, je vais faire une taxation de fiche. Je vais considérer que depuis que vous êtes là, vous avez fait un chiffre d'affaires de temps, donc vous me devez 18% de TVA. Vous avez fait un bénéfice de temps, donc vous me devez 30% de ce bénéfice-là dans le cadre d'une société. Ou dans le cadre d'une entreprise individuelle, elle va également évaluer le montant probable de l'impôt qui pourrait ressortir de ce chiffre arrêté d'office par l'administration. Donc, évitez de créer de votre entreprise, de mettre les documents dans votre sac et de ne rien faire après. Informez l'administration fiscale parce qu'elle a les moyens de s'informer, elle aussi. Okay? De découvrir un jour que vous avez créé une entreprise et que vous n'avez pas souscrit à vos obligations déclaratives. Même si vous ne faites rien, dites que j'existe, j'exerce, mais je n'ai rien fait. Chiffre d'affaires, 0. On y reviendra quand on va aborder la fiscalité. Donc, pour ça, vous avez un délai de
de 20 jours et c'est obligatoire pour tout le monde. Donc le centre fiscal, il dépend de l'adresse, d'où l'importance du siège social. Si vous êtes installé au plateau, vous dépendez du centre fiscal de Dakar Plateau. Si vous êtes sur Liberté 6, vous dépendez du centre fiscal de Grand Dakar ou Dakar Liberté. Si vous êtes au Foire, vous dépendez du centre fiscal des Almadies, ainsi de suite. Si vous êtes à Guédiawaye, vous dépendez de Pikine, Guédiawaye, Rufisque, la même chose. Donc c'est le lieu du siège social qui détermine votre centre fiscal. Une fois que vous connaissez votre centre fiscal, vous devez lui adresser un courrier pour l'informer. La déclaration d'existence au niveau de l'inspection du travail, notamment quand vous employez des gens. Vous devez informer l'inspection du travail sur l'existence de l'entreprise et éventuellement sur les employés qui ont été recrutés. Okay? Donc il y a un formulaire spécial qu'on appelle déclaration d'établissement. Okay? Alors, vous faites la même chose pour les organisations sociales, notamment l'IPRES et la caisse de sécurité sociale. Donc, vous avez des contrats avec vos employés. Ces contrats, vous devez les viser à l'inspection du travail. Une fois que vous avez le retour des contrats de l'inspection du travail avec leur visa, vous devez faire un courrier et constituer un dossier que vous devez déposer à l'IPRES et à la caisse de sécurité sociale. On verra pourquoi vous devez le faire. Tout ça, ce n'est pas que def ma neex rek, c'est obligatoire. C'est la loi qui vous oblige à le faire. Évidemment, on verra pour l'IPRES et la caisse, si vous n'avez pas d'employé, vous n'avez pas à faire de déclaration à ce niveau-là. Mais une fois que vous avez contracté avec des employés, obligatoire pour l'entreprise de s'immatriculer à l'IPRES et à la caisse de sécurité sociale. Et on verra pourquoi il faudra le faire. Donc, il y a une question de Thiès, je crois. Donc, par rapport à ces formalités-là, est-ce qu'après avoir créé le registre de commerce, on s'arrête là? Non, on a vu qu'après le registre de commerce, il faut le NINEA. Après le NINEA, la suite, c'est la déclaration d'existence, ainsi de suite, au niveau de l'IPRES, de l'inspection du travail, de la caisse de sécurité sociale, et notamment des impôts, avec un délai de 20 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pour le délai de 20 jours, c'est après avoir créé notre entreprise ou bien? Alors, l'administration vous dit d'existence ou de démarrage de l'activité, le délai. C'est soit à partir de l'existence ou le démarrage de l'activité. Okay? Donc, ce qui est plus prudent, c'est que quand vous créez votre entreprise, dans les 20 jours qui suivent, que l'activité est démarrée ou pas, faites le courrier. Maintenant, dans le courrier, vous préciserez est-ce que l'activité a démarré ou pas. C'est mieux que d'attendre que l'activité démarre pour faire le courrier. Parce qu'entre-temps, quelque chose peut se passer. Ils peuvent vous découvrir et dire que, bon, écoutez, vous avez essayé de vous soustraire aux impôts. Donc, ce que je conseille dans la pratique, c'est dans les 20 jours qui suivent la création, faites un courrier pour dire à l'administration, je porte à votre connaissance l'existence de mon entreprise, ma principale activité c'est telle et telle chose. Certes, je viens de créer, mais je compte démarrer l'activité au mois de février, mois d'avril, etc., etc. Maintenant, quand l'activité va démarrer, vous refaites un autre courrier pour préciser à l'administration que l'activité vient de démarrer et il y a un certain nombre de procédures à faire à ce niveau-là pour normalement être immatriculé dans leur système informatique qui s'appelle le SICTAS et qui va produire des formulaires que vous allez utiliser pour procéder à vos formalités déclaratives. Ça également, on le verra quand on va aborder la fiscalité. Il y avait une autre main en haut. Bonjour. En fait, je voulais savoir, est-ce que si une personne a un risque de commerce en non commercial, est-ce qu'il peut utiliser ce risque de commerce pour créer une entreprise comme une société unipersonnelle? Est-ce que c'est possible? D'accord. Je pense qu'on a répondu à cette question-là. Quand vous créez votre registre de commerce personne physique, vous avez déjà votre entreprise.
C'est le fait de s'immatriculer au registre de commerce qui vous confère ce statut d'entrepreneur individuel. Okay? Maintenant, on a dit, si vous voulez passer en société, il ne s'agit pas d'un acte de transformation. Donc, ce sera un acte de création d'une société, même si c'est unipersonnel. La seule différence entre société à responsabilité limitée et unipersonnelle, c'est le nombre d'associés tout simplement. Mais ça reste une société à responsabilité limitée. Hein. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. La seule différence, c'est le nombre d'associés. Ici, on a un seul, là-bas, on en a plusieurs. Donc, pour faire court, on ne transforme pas. On peut arrêter l'activité, okay, créer une société et déverser cette activité-là dans cette société-là sous forme d'apport de fonds de commerce en capital, par exemple. Okay. Ça peut être également l'associé lui-même qui vend à la société le fonds de commerce. Ça peut arriver. Hein? Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le capital comme apport. Vous pouvez consulter la société avec un capital de 1 million, mais le fonds de commerce, il vous appartient de l'entreprise individuelle. Vous pouvez le vendre à la société. Vous lui facturez le montant, la société va le mettre dans son patrimoine et elle va vous devoir, en contrepartie ce montant-là, qu'elle pourra vous payer par échelonnement, par exemple. Ça renvoie à la notion de compte courant associé. Je ne sais pas si vous l'avez vu en comptabilité. Okay? Okay, donc, l'associé d'une société a un compte. Comme il a un compte dans une banque, ce compte-là, on l'appelle compte courant associé, qui est un peu différent du compte courant à la banque, mais qui fonctionne à peu près de la même chose, puisque l'associé peut prêter à la société et se faire rembourser après. Donc le comptable va lui ouvrir un compte en interne, et chaque fois qu'il y a une transaction entre l'associé et la société, il va inscrire ces écritures-là. Qu'est-ce qui lui permet de le faire? Parce qu'il y a une distinction entre les deux personnes. Il y a l'associé personne physique et la société personne morale. Donc les deux peuvent traiter ensemble. Une autre question? Oui. Oui. Bon. Qu'est-ce qui différencie les entreprises publiques des entreprises parapubliques? Les entreprises publiques des entreprises parapubliques. Alors, bon, les entreprises publiques, c'est les entreprises qui appartiennent à l'État. Okay? Maintenant, parapublic, c'est qu'il y a une partie qui appartient à l'État et une autre partie qui appartient à des privés. Donc, c'est là dans l'actionnariat. Okay. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Question? Oui. Non, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Non, non. OK, oui. Une dernière question peut-être, oui. En fait, j'entends parler de numéros sirènes. Numéro sirène. Sirène. Ouais. Chaque fois, à quoi sert ces numéros pour une entreprise en fait? Sirène, d'abord, c'est pas pour nous, c'est pour les Français. Oui. Okay? C'est l'équivalent de notre NINEA en fait. Oui. C'est le numéro d'identification fiscale des sociétés ou des entreprises françaises. Oui. Nous, on a notre NINEA, eux, ils ont leur sirène. Voilà. C'est bon? Oui? Bonjour. En fait, je demandais, est-ce qu'en fait, il y a une possibilité pour une entreprise qui veut évoluer dans plusieurs pays? Dans plusieurs pays, quelle est la forme de l'entreprise qui est souvent... Est-ce qu'une entreprise individuelle peut le faire? Une entreprise individuelle qui évolue dans plusieurs pays? Oui, par exemple comme le Sénégal et les autres pays de la CEDEAO. Si vous voulez une entreprise en fait, qui peut évoluer dans ces pays-là, quelle est la meilleure entreprise pour un jeune entrepreneur? Enfin, ça, c'est la forme sociétale. Si vous êtes en entreprise individuelle, vous êtes immatriculé dans votre registre de commerce de votre pays. Bon, rien ne vous empêche d'aller au Mali, vendre là-bas vos produits, revenir, etc. Mais si vous voulez créer une entreprise, un établissement stable dans un autre pays, l'idéal, c'est d'y aller en société. Hein. Comme ça, vous aurez des filiales dans les autres sociétés. Donc, la maison mère peut être au Sénégal,
et vous créez une filiale de cette maison mère dans Et les vous autres allez sociétés. vous immatriculer dans ces pays-là? Oui, dans ces pays-là. Ah, d'accord. Cette société qui va s'installer là-bas va être de droit national. Ok? Si c'est au Sénégal, c'est une société de droit sénégalais. Si c'est au Mali, ce sera une société de droit malien. Par contre, l'avantage que nous avons dans l'espace OHADA, c'est que c'est les mêmes règles qui nous régissent, notamment l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Donc, avant, c'était compliqué. Si vous installez une filiale au Mali, vous devez vous conformer aux règles propres au droit des affaires du Mali. Vous le faites en Côte d'Ivoire, la même chose. Donc, après, maintenant, chacun a une possibilité d'interpréter comme il souhaite. Donc, pour régler ce problème-là, les pays se sont entendus pour dire on va créer l'OHADA, qui va être l'instance du droit des affaires, qui va harmoniser notre droit des affaires. Aujourd'hui, si vous créez votre entreprise au Mali, vous êtes à l'aise. C'est comme si vous étiez au Sénégal. C'est exactement les mêmes règles de fonctionnement. Et il y a un juge au niveau communautaire également qui règle les différends qui peuvent exister. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous avez votre entreprise, vous allez au Mali, vous créez une société avec un nom commercial suivant les règles maliennes, donc qui va s'immatriculer au registre de commerce du Mali, etc. Maintenant, votre société-là va détenir les parts, ça peut être 100% ou X% de la société. Un Malien peut être associé dans votre structure, tout comme vous pouvez être l'associé unique dans cette structure-là, ainsi de suite. Parce que certains pays, et c'est le cas pratiquement dans la majorité des pays, quand vous voulez exercer dans leur pays, ils vous demandent quand même de constituer une société de droit national. C'est comme les étrangers qui viennent soumissionner au marché ici. Quand ils viennent, ils doivent constituer une société de droit sénégalais pour pouvoir soumissionner au marché. Okay? Donc la multinationale va créer une société qui va être sa filiale, donc qui va soumissionner au même titre que n'importe quelle société de droit sénégalais. C'est bon? Merci, on se dit à demain, Inch'Allah. Merci.